Bonjour à toutes et tous dans ce Demande à Cédric quotidien où de 11 heures à midi pendant tous les jours du mois de mai, j'essaye de répondre à vos questions informatiques. Nous sommes le dimanche 29 mai, il ne reste plus que 2 sessions, donc profitez-en si vous avez besoin de poser des questions. Je serai disponible jusqu'au mardi 31 mai inclus, donc n'hésitez pas, et puis après ce sera terminé. Je vais attendre bien que tout le monde arrive, je vais vérifier que tout fonctionne correctement, mais en théorie ça doit être bon. Voilà, c'est parfait. Et donc on va pouvoir commencer, donc si vous avez vos premières questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas sûr d'avoir des choses à vous dire pour démarrer cette session. Donc voilà, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Demande à Cédric quotidien numéro 29. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions pour le moment, comment ça se passe ? Eh bien, ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas encore fait, si vous regardez la retransmission de ce Demande à Cédric quotidien, eh bien, c'est de vous rendre sur mon site internet, sur le site formation informatique avec cédric.fr. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de vous inscrire dans le bandeau bleu qui se trouve ici. Et en mettant votre prénom, votre adresse email et en cliquant sur oui, je veux m'inscrire, vous allez recevoir un mail de ma part. Dans celui-ci, il faudra cliquer sur le lien bleu qui s'y trouve. Et à partir de là, eh bien, vous aurez accès à votre espace membre dans lequel eh bien, je vous offre un certain nombre de produits, notamment plus de 90 vidéos gratuites, des vidéos outils, non pas tout à fait, mais un cours thématique sur Gmail, les retransmissions des demandes à Cédric quotidien et des demandes à Cédric tout court, et un cours thématique sur Picasa. Donc voilà, tout ça c'est gratuit, vous vous inscrivez, vous aurez accès à ça. Vous aurez également accès au mini-guide de la sécurité qui se trouve ici. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et après, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous pourrez souscrire un forfait membre mini, membre actif ou membre plus à votre convenance. Et comme ça, ça vous permettra d'avoir accès à encore plus de formations. Voilà, allez, c'est parti. J'attends que les personnes arrivent. Il est 10h58, j'ai commencé un petit peu en avance comme toutes les fois précédentes. Nous avons à peu près été 30 pendant toutes les sessions. Aujourd'hui, nous sommes 17. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour Laurent, bonjour et bienvenue. Bonjour Mathéo, bonjour et bienvenue. Une petite précision donc pour les personnes qui ne sauraient pas encore comment poser leurs questions. La chose la plus simple, c'est de vous rendre sur l'accueil de mon site internet et lorsque ce sera le bon moment, c'est-à-dire à partir on va dire de 10h55 mais plutôt 11h, vous pouvez venir ici, le bandeau jaune sera disponible, vous cliquez sur lecture, à partir du moment où vous avez cliqué sur lecture, vous pourrez cliquer en bas à gauche sur un bouton orange, sur un lien orange qui vous renverra vers le Google Hangout. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes connecté avec une adresse Gmail et que votre compte Google+ est actif, vous pourrez poser vos questions comme le font les personnes qui sont déjà présentes ici. Voilà, donc ça c'est pour assister et poser vos questions. Bonjour Tax Rétro. Lucien, bonjour Cédric et bonjour à tous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fête à toutes les mamans. Absolument Lucien, on souhaite une bonne fête à toutes les mamans et plus particulièrement à la mienne dont c'est l'anniversaire également aujourd'hui. Donc 2 fêtes en une, l'anniversaire et la fête des mamans, il ne faudra pas que je l'oublie, sinon je vais me faire taper sur les doigts. En tout cas, bienvenue à vous Lucien. Bonjour Albert et bienvenue parmi nous. J'espère que le son fonctionne désormais sur votre Windows 10 et que vous avez pu commencer la formation du même nom pour pouvoir commencer à vous familiariser avec ce nouveau système d'exploitation. C'est un petit temps d'adaptation, surtout si vous venez de Windows 7. Si vous venez de Windows 8, vous êtes déjà habitué aux tuiles, mais si vous venez de Windows 7, le nouveau menu démarrer, l'organisation des tuiles, tout ça, vous allez certainement vous y faire. Je vais partager mon écran. Voilà, l'organisation des tuiles du menu démarrer, vous allez pouvoir, avec la formation Windows 10 qui est disponible dans votre espace membre plus, vous allez avoir la possibilité de voir comment tout cela se passe. Voilà, allez, on va continuer. Bonjour Philibert,
bonjour Cédric, bientôt la fin, courage, bon anniversaire à votre maman. Merci pour elle, Philibert. Oui, en effet, c'est bientôt la fin. Ça va se terminer donc le mardi 31 mai. Donc il reste encore demain lundi 30 et mardi 31 mai. Et puis après, eh bien, les membres plus et moi-même, nous nous retrouverons le vendredi 3 juin à 17h30 pour le dernier Demande à Cédric de la saison. Et après, juillet-août, eh bien, ce sera les vacances entre guillemets. Et après, eh bien, on se retrouvera en septembre pour le début de la saison numéro 3. Voilà, Philibert, merci pour elle. Alors, Laurent, bonjour Laurent, je voudrais mettre à jour mes pilotes, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis sur un ordinateur portable 32 bits Windows 7 familial. Alors Laurent, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de consulter les 2 vidéos que j'ai réalisées. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Vous vous inscrivez, bon ça j'espère que c'est déjà fait. Et si une fois que vous êtes inscrit, vous arriverez dans votre espace membre. Une fois que vous êtes dans votre espace membre, vous vous rendez dans toutes les vidéos YouTube et bien plus. Vous cliquez sur j'accède à ma formation. Une fois que vous êtes là, vous vous rendez dans... j'ai fait 2 vidéos qui vous expliquent... Voilà, comment trouver ses pilotes, partie 1, comment trouver ses pilotes, partie 2, c'est la vidéo 71 et 72. Ces 2 vidéos-là vous expliqueront comment mettre à jour vos pilotes. Sinon, dans les grandes lignes, vous pouvez utiliser l'utilitaire dont j'ai déjà parlé dans les demandes à Cédric quotidiens précédents, qui s'appelle CPUZ, ce qui vous permettra d'avoir des informations sur votre carte mère pour mettre à jour. Mais si vous avez un ordinateur portable, eh bien vous connaissez déjà la marque de celui-ci et la référence également. Donc vous pouvez vous rendre sur le site du constructeur et à partir du moment où vous serez sur le site du constructeur, vous entrez les informations concernant eh bien, votre ordinateur et vous allez tomber sur les pilotes de celui-ci. À partir de là, eh bien, vous pourrez le mettre à jour en lançant les exécutables que vous allez récupérer pour vos pilotes. Voilà Laurent. Alors, Mathéo, Cédric, les mises à jour Mac sont-elles payantes? Les mises à jour Mac ne sont pas payantes, je n'en sais rien. Ici, c'est Windows et PC. Voilà Mathéo. Mais les mises à jour, il y a certaines mises à jour qui sont payantes. Enfin, je n'en sais rien en fait. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Puisque le Mac, ce n'est pas mon univers. Voilà Mathéo, si vous avez un Mac et que vous souhaitez poser des questions Mac, eh bien ce sera malheureusement pas ici qu'il faut venir. Bonjour Michael, bonjour Cédric, joyeux anniversaire à votre maman. Et c'est la dernière fois que je vous vois, après je ne serai plus là, dommage. Eh bien oui Michael, en tout cas merci d'avoir été présent dans les demandes à Cédric quotidien auxquelles vous avez assisté. J'espère vous avoir aidé le mieux que je peux, c'est en tout cas mon objectif. Et voilà, merci en tout cas d'avoir été présent, merci à toutes et tous d'avoir été présents pendant ces demandes à Cédric quotidien. C'est vrai que pour moi ça a été un petit marathon, mais voilà, j'ai été vraiment soutenu par vos encouragements, par le fait que vous soyez là aussi. Donc merci aussi à vous, merci pour ces heures passées entre nous, parce que finalement ça fait un certain nombre d'heures au final. Donc voilà, c'est toujours des informations en plus qui sont à prendre. Alex, bonjour Alexandra, j'espère que vous allez bien. Bonjour Cédric, que pensez-vous des clouds privés, sorte de NAS simplifié que l'on branche directement sur la box? Je pense me tourner vers WD MyCloud. Ah, est-ce qu'il y avait une suite? Alors, je vais regarder à quoi ça ressemble. Alors, ça ressemble à ça. Je vais essayer. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, ça, si vous voulez, c'est un petit peu ce que j'ai, c'est-à-dire un système de NAS, c'est-à-dire un disque dur réseau. Donc vous allez pouvoir le brancher derrière votre box et vous allez pouvoir y accéder depuis vos différents ordinateurs. Donc c'est très bien. Moi j'utilise un système Synology un petit peu différent. Le prix est différent aussi parce que là en fait vous avez tout est inclus, le boîtier et le disque dur. Sachez que sur cette version là apparemment c'est une version un seul disque dur.
Je n'en suis pas 100% sûr, mais vu la largeur, je pense que oui. Et auquel cas, vous n'aurez pas de redondance de sauvegarde. Parce que sur le modèle que j'ai, c'est un Synology 213 plus, je crois. 213, peut-être juste 213. Je ne sais plus. Est-ce que c'est un DX213? Peut-être. DS? Non. Bon, ça doit être ça. Bon, bref. Peu importe le modèle. Voilà. Ça ressemble à ça. Et là, je vais avoir la possibilité de mettre 2 disques à l'intérieur, et ce qui aura pour effet de faire des sauvegardes en temps réel. C'est-à-dire qu'il y en a un sur lequel j'enregistre et l'autre qui sauvegarde le premier. Donc voilà, sur le modèle que vous avez montré, je pense qu'il n'y a qu'un seul disque dur, et auquel cas, vous n'aurez pas de sauvegarde de ce qu'il y a dessus. Donc faites attention à ça. C'est une première chose à prendre en considération, mais après c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ensuite, il y a autre chose auquel vous devez faire attention, ce sont les débits, parce que y a certains modèles donc, qui sont plus légers que d'autres, ce qui explique en fait les différences de prix entre les différents modèles, parce qu'il me semble que le remplaçant de mon 213 c'est le 214, Synology 214, peut-être ça n'existe pas. DS214, c'est peut-être ça. Voilà, donc vous voyez, il y a une vraie différence de prix. Et là, il faut faire attention en fait aux différents composants du matériel. Alors malheureusement, je ne saurais pas vous dire précisément ce que vous devez avoir comme matériel pour que les débits soient suffisants, mais regardez des comparatifs sur internet, ça peut être intéressant, les comparatifs de différents NAS, pour voir ce qui sera le mieux. Après, avoir un NAS privé, c'est très très bien. Moi j'en ai un, j'ai un NAS de 2 Tera, donc qui se duplique, j'ai 2 disques de 2 Tera à l'intérieur, et voilà. Donc bon, c'est un investissement quand même. J'ai vu que le modèle que vous souhaitiez acheter était aux environs de 159 euros. Moi, il me semble que le boîtier tout seul, j'ai dû le payer 200, ça fait un petit moment déjà, mais 250 euros je crois. Et après, il y a les disques durs qu'il a fallu rajouter à l'intérieur. Donc j'ai pris la série RAID de chez Western Digital, qui est faite exprès pour les NAS. Et à partir de là, eh bien, voilà, j'étais content du résultat. C'est le deuxième jeu que j'achète, parce que le premier, je me suis dit que voilà, il avait fait son temps. Ça faisait 3 ans qu'il tournait, presque 100%, 24 heures sur 24. Donc je me suis dit, je vais enlever les disques, je vais repartir de zéro. Ça a duré 3 ans. C'est plutôt, comment dire, honorable. Donc j'ai enlevé les disques, je les ai mis à la retraite à la banque dans le coffre-fort, et là eh bien j'ai mis les nouveaux pour ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée d'utiliser le NAS, parce que à la fois c'est accessible avec tous les périphériques de votre réseau, et du coup ça permet de partager facilement les choses. Après, il y a peut-être des systèmes de synchronisation, ça je ne sais pas. Moi, j'ai pas poussé voilà, moi c'est juste un système de stockage qui me permet de passer de mon ordinateur principal à mon ordinateur de formation, pour pas que que les transferts s'effectuent bien et que ça se passe correctement. Alors, est-ce que c'est sécurisé? Dès lors où c'est sur votre réseau privé, en théorie, c'est sécurisé, vu que votre box est censé faire office de pare-feu. Après, si quelqu'un réussit à rentrer sur votre ordinateur, il aura accès à vos données, puisque s'il a accès à votre ordinateur, il a aussi accès aux données du réseau. Donc, comme ce disque dur réseau est partagé, eh bien, voilà, il aura accès à vos données. Maintenant, bon, c'est quand même certainement un peu compliqué de rentrer dans les ordinateurs, mais comme aujourd'hui rien n'est inviolable, vous comprendrez bien que c'est difficile de vous dire que vos données seront sécurisées. Dans la théorie, oui. Dans la pratique, jamais vraiment, vu que le Pentagone se fait pirater. Voilà. Après, est-ce que les gens ont envie de pirater nos systèmes? Je ne saurais pas vous dire. Voilà. Bonjour Alexandra et Cédric. Pour retour, mon problème de notification avec Outlook est résolu. Sur le conseil d'Alex, activation onglet réseaux sociaux dans Gmail. Je l'avais désactivé auparavant. Merci à vous deux. Bon, eh bien Denis, merci pour votre retour. Content que activation onglet réseaux sociaux de Gmail. Activation. D'accord. Bon, eh bien j'ai pas vu passer le post. Mais en tout cas, content que votre problème soit résolu, Denis. Merci pour le retour. Alors Alexandra, j'ai vu qu'il y avait une suite. Oh là, il y a plein de questions. J'ai vu qu'il y avait une suite, mais je la vois plus maintenant.
Peut-être vous l'avez enlevé. Allez, je vais continuer de prendre des questions au hasard. Bonjour Marie-France, bonjour Cédric. Je possède une imprimante de marque Lexmark série 3005-4005 qui fait Wi-Fi. Elle est installée et branchée sur mon PC de bureau par câble USB. Pour la raison qu'il ne m'a pas de Wi-Fi. Comment faire pour le paramétrage pour qu'elle fonctionne également? Elle est installée et branchée sur mon PC de bureau par câble USB. Donc ça, tout va bien pour la maison. Qu'il ne m'a pas de Wi-Fi. Comment faire le paramétrage pour qu'elle fonctionne également? Marie-France, il va falloir reformuler votre question parce que j'ai bien compris que vous aviez une imprimante, qu'elle était branchée par câble USB sur votre ordinateur, mais par contre le reste pour la maison. Qu'il ne n'a pas de Wi-Fi, comment faire le paramétrage pour qu'elle fonctionne également? Alors peut-être qu'il y a une suite, je vais regarder. Ah, voilà la suite, d'accord. Également depuis mon PC portable par Wi-Fi. J'ai une autre imprimante Lexmark 1 plus couleur. Je ne trouve pas les pilotes pour la faire fonctionner sous Windows 7, voire Windows 8. Elle m'était bien pratique pour imprimer au format A3 sous... Alors, quand vous posez des questions qui sont longues comme ça, pensez à mettre 3 petits points à la fin de votre première question, 3 petits points à la suite pour que je puisse un petit peu remettre les choses bout à bout. Également PC portable. Donc si vous avez une imprimante Wi-Fi, donc la première imprimante Marie-France, il faut que vous puissiez la configurer comme Wi-Fi. Donc en théorie, on vous a fourni un CD avec cette imprimante, ou alors vous pourrez retrouver, si vous avez un système d'exploitation différent que celui qui est sur le CD, depuis le site du constructeur, les pilotes adéquats ou l'installeur qui va vous permettre la première fois de configurer votre imprimante en Wi-Fi. Donc pour ce faire, laissez votre imprimante branchée sur le premier ordinateur en USB parce que vous pouvez en avoir besoin pour envoyer les informations Wi-Fi. Donc il faudra que vous suiviez la procédure lorsque vous allez installer les pilotes. Vous allez installer l'imprimante, il va vous dire si vous voulez l'installer en USB ou en Wi-Fi, vous allez choisir en Wi-Fi. Une fois que vous aurez choisi Wi-Fi, il va vous demander sur quel réseau Wi-Fi vous souhaitez connecter l'imprimante. Donc là, il faudra sélectionner votre box. Ensuite, il va certainement vous demander le mot de passe pour pouvoir rentrer dans le mot de passe du Wi-Fi pour pouvoir configurer l'imprimante. Et une fois que l'imprimante sera configurée une première fois en Wi-Fi, du côté de l'imprimante, ce sera bon. Ensuite, il faudra configurer l'autre ordinateur, c'est-à-dire utiliser les mêmes pilotes. Vous lancerez les pilotes, il vous dira quelle imprimante vous souhaitez sélectionner. Vous sélectionnerez donc votre imprimante Wi-Fi, puisqu'il l'aura détectée, vu qu'elle aura été bien paramétrée. Et à partir de là, vous suivrez la procédure et votre second PC devrait être branché à votre imprimante en Wi-Fi. Voilà, après, pour ce qui est de votre seconde imprimante, on va regarder si toutefois on trouve des pilotes. Alors en théorie pour... En théorie pour Windows 7 il devrait y en avoir, sauf si c'est une vraiment vieille imprimante. Alors support Lexmark, voyons voir si on va trouver quelque chose ici. Oula, où est-ce que je suis là? Support Lexmark, si j'ai l'air d'être au bon endroit. Bon bah voilà, alors là ça me paraît bizarre parce que... Est-ce que j'ai partagé mon écran? Non. Alors, on va recommencer. Apparemment, donc il n'y a pas de pilote pour Windows 7. Donc pour Windows 10, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, donc là j'arrive sur la même page et si je fais une recherche de... Voilà.
Alors ici, eh bien, il n'y a que les drivers pour Windows 98, enfin 95-98, MENT. Voilà, donc à mon avis, ils n'ont pas forcément sorti de pilote pour Windows 7 et Windows 10. Donc là, eh bien, c'est le constructeur. Il n'y aura pas grand chose à faire. Alors, à moins qu'on trouve une page de quelqu'un qui aurait développé un driver. Alors, je ne sais pas si ça ressemble à ça, votre imprimante. Operating System, on va dire Windows, version... Non, voilà. Donc, il n'y a pas de version, si c'est ça votre imprimante, il n'y a pas de version disponible pour Windows 7 et pour Windows 10. Donc, votre imprimante, vous pouvez la conserver si vous avez encore un ordinateur Windows XP. Voilà Marie-France, vous savez à peu près tout pour vos imprimantes, ce que vous devez faire. Alors, voilà. Bonjour Denis, contente que ton problème de notification soit résolu. Tout à fait. Alexandra, c'est une bonne chose de faite. Alors, Marina. Bonjour Marina. Bonjour Cédric. Bonne fête des mères et bon anniversaire à votre maman. Merci Marina, merci pour elle. Alors, Cédric, j'ai une caméra Canon MVX 330i. J'utilise des petites cassettes. Comment peut-on transférer les films sur l'ordinateur? La caméra a un port IEE 1394. Le pilote apparemment n'existe plus. Canon n'a pas pu m'aider. Alors là, Marina, si Canon n'a pas pu vous aider, je ne sais pas comment je vais pouvoir le faire. Déjà, on va regarder à quoi ressemble votre caméra. Alors, ça doit sûrement être quelque chose comme ça. On dirait MVX 330i. Je n'ai pas partagé mon écran, donc ça va être bon. Alors, donc, vous avez cette caméra-là. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre les choses sur votre ordinateur? Donc, la connectique dont vous parlez, c'est une connectique Firewire. Donc, c'est une connectique qui a été un petit peu abandonnée et qui n'a pas beaucoup percé. Sur le PC, c'était surtout une connectique qui était Mac. Alors, vous avez certainement la possibilité de trouver une carte Firewire. Une carte Firewire pour PC. Alors, est-ce que ça existe en version externe? Ça ressemble à quoi? D'accord. Donc là, c'est un PC MCIA. Bon, et carte Firewire. PCI. Bon, apparemment ça existe, donc ça doit être des cartes Firewire PCI Express, je suppose, voilà, vu la taille du connecteur. Ça vaut 27 €. Donc ça, en théorie, vous pourrez le brancher dans votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur, une tour. Je ne sais pas si vous me l'avez précisé. Non, vous ne me l'avez pas précisé. Donc voilà, si vous avez une tour, vous pouvez acheter ce type de carte. Ensuite, vous pouvez brancher votre caméscope par l'intermédiaire du Firewire. Et j'espère, et j'en suis même pas sûr, que vous pourrez faire ensuite l'acquisition par l'intermédiaire d'un logiciel de montage. Mais encore une fois, tout ça c'est hypothétique et il faudra faire le test. Je suis même pas sûr que ça fonctionne, ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, c'est j'allais dire c'est un essai à 27,95 €, pas tout à fait, puisqu'il faut aussi avoir le logiciel de montage. Cependant, vous pouvez télécharger Premiere Pro pendant 30 jours. Donc vous pourrez, voilà. Vous pouvez acheter la carte et vous pouvez télécharger une version d'essai de Premiere Pro, ce qui vous permettra de tenter de faire l'acquisition à partir de votre caméscope. Mais honnêtement, je ne suis absolument pas sûr que ça fonctionne. Je tenterai l'essai à votre place, ça coûte 30 € de tenter l'essai, la carte Firewire. Par contre, si vous êtes sur un PC portable, ce sera différent.
Il faudra chercher donc carte Firewire externe Windows 10. Je ne sais même pas quel est votre système d'exploitation puisque vous ne me l'avez pas dit. Voilà, alors ça c'est quoi ça? Ça c'est pas externe ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait des versions externes. Enfin ça doit exister mais... Ouais, j'ai pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir de choses externes. Enfin voilà, vous pouvez regarder dans cette direction-là, voir un petit peu si vous avez envie de tenter l'expérience. Et en fonction, eh bien, si vous avez un portable ou une tour, le choix ne sera pas le même. Voilà Marina. Vous pouvez essayer cette direction-là. Allez. Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour Cédric. J'aimerais savoir comment faire une sauvegarde de mon ordinateur. Créer une image de sauvegarde, quel support ou un disque DVD de sauvegarde et de réparation. Je suis sur Windows 10 64 bits. Alors, là, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'ensemble de ces manipulations, Christiane, parce que, je ne les maîtrise pas. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Acronis True Image. Donc, j'en ai déjà parlé dans les demandes à série quotidien précédents. Je vous invite à aller les revoir. Je sais qu'il existe un système de sauvegarde avec Windows qui doit, en théorie, je vais partager mon écran. Je vais surtout pas raccrocher. Voilà. Vous devriez trouver ça dans Paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, ça doit se trouver dans... On va regarder. Peut-être mise à jour de sécurité. Sauvegarde. Donc là, vous avez la sauvegarde. Donc sauvegarde à l'aide de l'historique des fichiers. Plus d'options. Alors, voici les paramètres avancés. Voir les paramètres avancés. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, donc je ne vais pas pouvoir trop vous renseigner dessus. Pour l'instant, puisque je vais faire un cours thématique sur la sauvegarde, donc qui sera disponible dans la saison 3. Donc c'est à ce moment-là, je pense qu'il faudra revenir pour le souscrire. Accéder à l'outil de sauvegarde, sauvegarder et restaurer de Windows 7. Si vous avez créé... Non, c'est pas ça. En tout cas, ça se passera dans mise à jour et sécurité, dans sauvegarde à mon avis. Ajouter un lecteur. Ça doit être par là. Mais alors là, il détecte mes disques durs externes. Enfin, qui sont en interne, pardon. Donc peut-être si vous avez un disque dur externe, vous pourrez le brancher. Peut-être une clé USB, mais après, en fonction de la taille de votre système, une clé USB peut ne pas être appropriée. En tout cas, moi, mes sauvegardes, je les réalise avec un logiciel qui s'appelle Acronis True Image, qui me permet en fait de faire des sauvegardes tous les soirs de l'intégralité de mon disque C. Et voilà, c'est le logiciel que j'utilise. Mais encore une fois, la sauvegarde, c'est trop complexe pour que voilà, je puisse en parler. J'ai parlé d'un logiciel aussi qui s'appelle Cobian Backup. Dans les demandes à Cédric quotidien, je ne sais plus lequel, mais vous pourrez rechercher. Cobian Backup qui permet de réaliser des sauvegardes ponctuelles automatisées. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de créer une nouvelle tâche et de lui dire, voilà, je veux que ça sauvegarde mes images, mes documents, mes vidéos, et ce, sur tel endroit, à tel moment de la semaine, de la journée, de l'heure. Donc ça, c'est une sauvegarde semi-automatique. Et après, pour ce qui est des sauvegardes automatiques par l'intermédiaire de Windows, je ne connais pas assez le système. Il faudra que je m'y penche le jour où je vais faire ça. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise, comme je vous le disais, le logiciel Acronis True Image. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider puisque je vais préparer un cours sur la sauvegarde, mais il n'est pas encore fait puisque c'est pour la saison 3, me semble-t-il. Et voilà. Donc,
Désolé Christiane de ne pas pouvoir plus vous aider par rapport à la sauvegarde, même si c'est quelque chose de très important. Vous pouvez regarder du côté du logiciel, donc Cobian Backup, qui vous permettra de faire des sauvegardes ponctuelles en regardant les demandes à série quotidiens précédents. Et sinon, sinon c'est à peu près tout. Sinon, vous pouvez, si vous n'utilisez pas ce logiciel, faire des sauvegardes ponctuelles de vos documents, de vos images, de vos vidéos. Mais là, on sort un peu de votre question, puisque je suppose que vous parliez de faire une sauvegarde intégrale. Voilà. Daniel, bonjour, bonne fête à toutes les mamans. Absolument Daniel, une bonne fête à toutes les mamans de la Terre. Alors, Gabriel, j'imagine qu'il y a une première question. Bonjour Cédric, y a-t-il une astuce pour voir sur le PC que l'on est en majuscule? Gabriel, Windows 10, 64 bits. Alors, je vais répondre. J'ai un carré rouge sur la question. Gabriel, il faut que vous puissiez me donner un maximum de précision parce que je ne comprends pas la plupart du temps quand vous me posez une question. Vous avez un carré rouge sur la question. Je ne vois pas à quoi ça ressemble. Éventuellement me faire une petite capture d'écran, me la mettre sur SeatJoint, ensuite me mettre le lien directement ici pour que je puisse voir à quoi ça ressemble et vous expliquer au mieux. Ensuite, bonjour Cédric, y a-t-il une astuce pour voir sur le PC s'il est en majuscule? Donc ça dépend de votre clavier. Il y a certains claviers qui ont des témoins lumineux lorsque vous êtes en majuscule et d'autres qui n'en ont pas. Si votre clavier n'en a pas et que vous en avez réellement besoin, il faudra changer de clavier. Et sinon, il n'y a pas de sinon. Je pensais à quoi? Sinon, c'est à vous de tester. Vous commencez à taper les lettres. Si vous voyez que vous êtes en majuscule, évidemment, vous repassez en minuscule. Mais voilà, ce sont des témoins lumineux qui se trouvent sur les claviers en fonction du clavier que vous avez. Moi, il y a un clavier, sur mon clavier, il y a un témoin lumineux. Il y a certains claviers qui en ont, certains claviers qui n'en ont pas. En théorie, la plupart des portables en ont. Il y a une petite lumière qui s'allume quand vous êtes en majuscule, mais c'est pas forcé non plus. Ça dépend du clavier qui l'embarque. Peut-être qu'il existe des outils qui vous disent lorsque vous êtes en majuscule. Je sais que quand vous tapez votre mot de passe sur l'accueil de Windows et que vous êtes en majuscule, il vous le notifie, mais pas forcément dans le système. Voilà Gabriel. Bonjour Daddy. Bonjour Cédric. Bienvenue parmi nous. Alors, Tarx, payante, je ne sais pas ce que veut dire payante. Si vous pouvez mettre des points, parlez plus fort. Je ne vais pas pouvoir parler plus fort, donc je vous invite à augmenter le volume de vos haut-parleurs et sinon à regarder la retransmission qui, elle, sera plus forte. Alors, est-ce que la mise à jour... Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne fais pas le Mac. Désolé pour celles et ceux qui pensaient que je faisais le Mac, mais ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas vous renseigner sur le Mac. Vous pourrez trouver les informations sur Google en faisant une recherche. Je vous laisse faire. Et je laisse les amis du Mac au Mac. Alors, bonjour Michel, bonjour Cédric. Pour vous, passez un petit bonjour et bonne journée. Merci Michel, merci d'être passé, merci pour le bonjour et bienvenue parmi nous si vous venez d'arriver. Alors, Alex, pour répondre à Gabriel, pour savoir si on est en majuscule, j'utilise ce logiciel sur mon Windows 7, apparemment il fonctionne aussi sur Windows 10. Donc, un logiciel supplémentaire à installer, je déteste ça, mais bon voilà. Gabriel, vous avez votre réponse. Vous pourrez reposer votre question sur le forum. Et comme ça, Alex pourra vous donner l'adresse du logiciel qu'elle utilise pour voir si elle est en majuscule. Vous connaissez Merci Alexandra pour le retour. Ça va permettre à Gabriel, tout simplement, Oula, mais j'avais pas vu qu'il y avait toutes ces questions-là. Ça va permettre à Gabriel tout simplement d'avoir son verrouillage majuscule, savoir si elle est en verrouillage majuscule. Personnellement, je n'aime pas trop installer des logiciels supplémentaires, mais bon, si pour vous c'est indispensable de savoir si vous êtes en majuscule, vous pourrez installer un logiciel de plus. Bonjour cher Cédric, bonjour Jérémy. Quand je vais sur YouTube, cela me dit que je ne recevrai plus les mises à jour Google. Que faire ? Quand je vais sur YouTube, cela me dit que je ne recevrai plus les mises à jour Google. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que ces questions. Alors. Alors. Alors là, je suppose, Jérémy, que vous êtes sur Windows XP, comme vous me l'avez pas précisé. Et bien, je suppose que votre système étant très ancien, Windows XP, il n'y aura plus de mise à jour pour Google Chrome, pour, voilà, pour Internet Explorer, etc. Donc, le souci, si vous avez aujourd'hui Windows XP, c'est que la plupart des logiciels ne seront plus mis à jour, donc vous n'aurez plus les dernières mises à jour de sécurité. Le système va devenir de plus en plus vulnérable pour devenir, à mon avis, à un moment ou à un autre, une passoire de sécurité. Donc les personnes qui sont encore sur Windows XP, peut-être vous êtes satisfaites du système, ce que je peux comprendre, c'est un système qui a bien fonctionné, c'est un système qui a je ne sais pas combien d'années. Donc voilà, il est temps de changer ou au bout d'un moment vous risquez d'avoir des soucis. Pensez à faire des sauvegardes souvent pour que le jour où il y a une grosse faille de sécurité qui va être découverte et que tout le monde va l'exploiter, vous risquez d'avoir des soucis. Voilà, donc je suppose que quand vous allez sur YouTube, eh bien c'est juste votre navigateur qui vous dit que les mises à jour, des mises à jour de Google ne seront plus disponibles, et auquel cas, voilà, au bout d'un moment, ça risque de ne plus fonctionner. Rebonjour Cédric, est-il utile pour un particulier d'installer un onduleur sur un ordinateur de bureau? Si oui, lequel me conseillez-vous? Alors Alex, je n'ai pas, je pense, alors je n'ai pas d'onduleur, premièrement. Ensuite, est-ce que c'est utile? Je pense que c'est utile d'avoir un onduleur. Est-ce que c'est indispensable? Pas forcément. Dans quel cas c'est bien d'utiliser un onduleur? Si par exemple, comme l'autre jour, nous avions quelqu'un qui avait des soucis comment dire, de coupure de courant inopinée. Donc ça, c'est pour lui, c'était quasiment indispensable. Ça peut être utile également quand vous avez des problèmes de surtension, sous-tension. Ça sert de régulateur. Et ça permet également, si vous branchez à la fois votre ordinateur et à la fois votre moniteur, quand vous avez une coupure de courant, eh bien d'éteindre proprement votre ordinateur. Bon, j'ai pas d'onduleur, ce serait peut-être bien que j'en ai un, mais j'en ai pas, donc voilà. Après, celui que je vous conseille, je n'ai pas vraiment comment dire, de marque à vous donner en particulier. On peut regarder rapidement sur Amazon pour voir si on pourrait dégager les premières, si on pourrait dégager des premières choses. Alors, voilà, on va faire Premium. Donc après, ce que vous devez regarder dans un onduleur, bon, si c'est un onduleur pour particulier, ça sert pas non plus de mettre des fortunes. Il y a certains onduleurs qui permettent, quand vous le reliez à votre ordinateur, s'il détecte une coupure de courant, va éteindre automatiquement l'ordinateur. Après, il faut prendre en considération le nombre de prises dont vous allez avoir besoin, et ensuite, il faut aussi prendre en compte le temps pendant lequel l'onduleur est censé rester allumé. Donc après, Eaton, je sais que Benoît, mon ancien associé pour son magasin, il achetait des onduleurs Eaton, APC aussi. Donc voilà, si vous pouvez choisir un de ces deux modèles, Eaton ou APC, et après, en fonction des critères que je viens de vous indiquer, vous pouvez aussi regarder par exemple les commentaires qui ont été donnés. Ça dépend aussi un peu de votre budget. Là, on voit que voilà, il y a quand même des bonnes notes sur les différents onduleurs présents, qu'il y a quand même un certain nombre de prises disponibles. Plus vous allez mettre de prises et d'appareils qui consomment dessus, évidemment, et moins vous aurez d'autonomie. Après, si on prend par exemple cet onduleur-là qui est basique, 41 volts, il est censé tenir combien de temps? Je ne sais pas s'ils vont donner ça. Temps de secours, voilà, ça dure 3 minutes. Ça me paraît pas beaucoup, mais malgré tout,
Voilà. Bon, je suppose que quand la coupure de courant intervient, il y a une sonnerie et que ça s'éteint. Après, je vois ici qu'il y a des prises Ethernet, mais c'est peut-être pour sécuriser votre réseau Ethernet, je ne sais pas. Ah oui, il y a charge et demi-charge, d'accord. Bon, voilà. Après, en fonction des critères que je vous ai indiqués, vous pouvez aussi éventuellement regarder un comparatif directement sur Internet. Je sais que vous saurez le trouver, des différents onduleurs en fonction vraiment de vos besoins. Si vous avez par exemple besoin que ça tienne 1 heure à partir du moment où vous avez la coupure de courant, ce ne sera pas le même prix que si vous voulez que ça dure 15 minutes ou 5 minutes, ou vous voyez le genre de choses. Plus il y aura de batterie, j'imagine, plus ce sera cher, plus ce sera perfectionné, plus ce sera cher, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Enfin, déterminez en premier lieu vos besoins. À partir du moment où vous aurez déterminé vos besoins, ça vous permettra de voir vers quel modèle vous orienter. Je sais que voilà, Benoît avait acheté Eaton et qu'il avait l'air content par rapport à tout ça. Alors, pour Gabriel, les carrés rouges correspondent à un plus 1 s'il est rouge. C'est parce qu'on ne peut pas renchérir une deuxième fois. Ah, merci Philibert, je comprenais pas la question de Gabriel. Donc apparemment, moi c'est parce que moi je ne les vois pas. Donc quand vous avez mis un plus 1 sur une question pour que la question puisse avoir un certain nombre d'avis, pour que éventuellement je regarde et que je puisse à partir de là prendre les questions qui ont le maximum de plus, qui pourraient intéresser le maximum de personnes. Ce ne sera pas le cas ici, mais en tout cas voilà, ça pourrait être l'exemple. Eh bien, vous avez apparemment donc un carré rouge qui apparaît. Moi, je ne peux pas le voir puisque c'est moi qui héberge la discussion en direct. Mais en tout cas, voilà, je ne voyais pas à quoi ça correspondait. Merci beaucoup, Philibert, pour votre précision. J'espère que Gabriel, vous pourrez comprendre ce que j'ai voulu vous dire ou que Philibert a voulu vous indiquer. Merci, Philibert. Alexandra, avec plaisir pour la réponse. J'espère que ça vous satisfait. Allez, je vais prendre des questions de personnes à qui je n'ai pas encore répondu. Daniel, bonjour. Bonjour Cédric. Mon époux et moi avons un PC portable. Comment mettre le PC portable de mon époux avec la synchronisation des deux mêmes adresses email et chacun être utilisateur avec son nom? Eh bien, je ne pense pas que vous puissiez. Alors, mon époux avec la synchronisation des deux mêmes adresses email. Alors Daniel, je ne suis pas sûr de comprendre. Vous avez une seule adresse email pour deux personnes ou est-ce que vous avez deux adresses email? Apparemment, de ce que je comprends, vous n'avez qu'une seule adresse email. Donc une seule adresse email, un seul nom, quel que soit l'endroit où vous allez la mettre, sauf si vous utilisez Windows Live Mail, et auquel cas, dans les paramètres du compte, ou enfin une application qui est en local sur votre ordinateur, pas un webmail, si vous consultez vos adresses email directement depuis Internet, c'est-à-dire que j'en sais rien si vous êtes chez Orange par exemple et que vous allez sur le site orange.fr pour regarder vos messages, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule identité si vous avez la même adresse email. Par contre, si toutefois vous utilisez un logiciel sur votre ordinateur, donc sur chacun de vos ordinateurs, que ce soit Windows Live Mail, que ce soit Mozilla Thunderbird, qui sont deux logiciels de clients de messagerie qui vous permettent de rapatrier vos messages sur vos ordinateurs respectifs, même si c'est la même adresse, à ce moment-là, vous pourrez changer vos noms dans les paramètres de compte. Mais comme je ne sais pas trop si c'est ça, si vous utilisez la même adresse email ou non, je ne peux pas vous répondre plus. Néanmoins, si vous passez par le webmail, vous ne pourrez attribuer qu'une seule identité à cette même adresse email. Voilà Daniel, je ne sais pas si vous aurez la possibilité d'apporter des précisions. Comme je vois qu'il y a beaucoup de questions, je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout le monde. Donc sinon, on verra ça dans les deux derniers demandes à Cédric. Allez, je vais prendre des questions de personnes à qui je n'ai pas encore répondu. Alors Jérémy, complément de la question de tout à l'heure, c'est bien ce que je pensais et je suis sous Windows Vista. Quel nouveau matériel me conseillerais-tu, équivalent ou mieux, sachant que mon matériel actuel me satisfait? Peut-être que j'aime un PC
qui passe mieux pour jouer. Alors Jérémy, juste pour répondre à la question rapidement, je comprends que votre système vous satisfasse, Windows Vista, c'est pareil, c'est un peu comme Windows XP, il est un peu, il est appelé à disparaître puisque c'est un système qui commence aussi lui à avoir de la bouteille. Je comprends que ce soit pénible de changer son ordinateur quand tout fonctionne correctement. Vous pouvez l'utiliser tant qu'il fonctionne. Et le jour où il fonctionne plus, voilà, il faudra le garder. Ce sera plus vraiment l'intérêt d'aller sur Internet. Il y a d'autres navigateurs. Je ne sais pas si Firefox ne fait pas des mises à jour. Vous pouvez essayer ça déjà d'installer Firefox. Je pense qu'il fait les mises à jour pour Vista encore, mais c'est pas 100% sûr. Donc il faudra que vous testiez ça. Et après, donc pour ce qui est du comment dire, du conseil de l'achat de matériel, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans un magazine qui s'appelle Hardware Magazine ou PC Update. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous puissiez voir. Hardware Magazine, voilà. Donc c'est la société TechEdge qui fait ça, c'est des potes à moi, ils sont super. Donc ils sortent un mois sur deux, un mois c'est PC Update, un autre mois c'est Hardware Magazine, un autre mois c'est PC Update. Et à l'intérieur de ces magazines, ils valent 6€, donc au-delà du contenu que vous aurez en plus. Ils ont deux choses très intéressantes, la première c'est des configurations type, donc en fonction de ce que vous faites. Si vous jouez, si vous faites de la bureautique, si vous faites de la vidéo, si vous faites tout ça. Donc ils ont des configurations type, et l'avantage de ça c'est que quel que soit le moment où vous allez choisir d'acheter votre ordinateur, vous pourrez acheter le magazine, ça coûte 6€, ça vaut largement l'investissement parce qu'ils vous expliqueront quels composants acheter et qui vous feront faire des économies. Donc après, vous pourrez trouver les composants sur Internet. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est tout. Voilà. Et l'avantage donc de ça, c'est que tous les mois, ils mettent à jour les composants. Donc au moment où vous l'achèterez, vous serez sûr d'avoir les dernières versions des choses intéressantes à acheter, première chose. Et la seconde chose, c'est qu'ils ont également des composants de référence, que ce soit les disques durs, que ce soit les processeurs, que ce soit les claviers, les souris, etc. Ce qui vous permet aussi de vous faire un avis par rapport à ce qu'ils vous ont indiqué dans les colonnes précédentes. Voilà Jérémy, Hardware Magazine et PC Update, pour les passionnés d'informatique. Daddy, bonjour Cédric, je souhaiterais installer la technologie RAID sur mon PC, comment faire ? J'ai 4 disques durs, bien à toi. Alors là, Daddy, ça va être un petit peu compliqué d'expliquer. Il faut déjà, il faut que la carte mère que vous possédez ait la possibilité de faire du RAID, sinon il faudra acheter une carte contrôleur RAID. Et après, pour mettre ça en place, c'est un peu compliqué. Je ne suis même pas sûr que je pourrais le faire. Enfin, il faudrait que je prenne du temps pour le faire, donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer pas à pas. Mais dans le principe, vous branchez vos disques durs dessus, et ensuite il faut construire ce que l'on appelle une grappe RAID. Donc vous choisissez le type de RAID que vous souhaitez, si vous souhaitez du RAID 0, si vous souhaitez du RAID 5, si vous souhaitez du RAID 1, etc. Donc ça, vous pourrez trouver les informations sur Internet parce que je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer ce que c'est que le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5, etc. Donc vous pourrez trouver ça. Donc dans le principe, soit votre carte mère intègre la possibilité de faire du RAID, soit elle ne le fait pas et auquel cas il faudra prendre une carte contrôleur RAID et ensuite créer une grappe avec les disques durs que vous possédez pour mettre en place le système RAID. Mais c'est un petit peu technique pour que j'en parle ici, et puis ça va vite dépasser mon domaine de compétences, parce que c'est pas des choses que je fais couramment. Voilà, Daddy, désolé. Alors, à qui je n'ai pas encore répondu ? Yves. Bonjour Yves, bonjour Cédric, j'ai un onduleur APC 550 pour les petites coupures, c'est très utile. Il fonctionne depuis 3 ans, je suis très satisfait, tous mes branchements sont dessus. Bon parfait, voilà Alexandra, vous avez un premier retour de Yves. Éventuellement vous pouvez lancer un sujet sur le forum et comme ça vous pourrez avoir le retour des personnes qui ont des onduleurs. Et puis peut-être que Yves pourra vous expliquer comment ça se passe quand il y a une coupure de courant, est-ce qu'il a le temps d'éteindre son PC ou pas. En tout cas 3 ans c'est beau pour un onduleur, c'est vrai que c'est un peu un système de batterie, donc en fonction d'eux, comme c'est branché en permanence, voilà. En tout cas merci pour votre retour Yves. Allez, est-ce qu'il y a des personnes à qui je n'ai pas encore répondu ? Ariane. Bonjour,
Cédric, en réponse à Mathéo, pour ne plus être dérangé par des coups de téléphone, il faut s'inscrire à partir du 1er juin sur le site blocktel.gouv.fr. Bonne journée. Ok, alors on n'a pas encore vu la question de Mathéo, mais il y a déjà la réponse. Merci Ariane. Je vais juste regarder à quoi ressemble le site Blocktel parce qu'il y avait un autre site qui était disponible mais qui était absolument une sorte d'arnaque. Donc là, comme ça a l'air d'être du gouvernement, blocktel.gouv.fr, bloc, j'ai oublié un petit morceau là. Je sais pas si j'ai partagé mon écran, oui c'est bon. Bon, alors à partir du 1er juin, il faudra attendre parce que le site n'a pas l'air d'être très réactif. Merci Ariane, je ne sais pas à quoi ressemble le site et je ne sais pas si c'est officiel, donc et où vous avez eu l'information et en quoi ça consiste, donc voilà, faire attention. Voilà certainement la question de Mathéo. Cédric, comment fait-on pour bloquer les numéros publicitaires, genre 01, 05, pour ne plus recevoir d'appels après? Il faut appeler notre opérateur. Donc là, je n'en sais rien. On sort un peu du registre du PC. Ariane vous a donné une première piste à explorer. Vous pourrez toujours regarder ça. Voilà. Alex, merci à Yves pour sa réponse. Voilà, Alexandra, n'hésitez pas à lancer un sujet sur le forum. Ça peut être intéressant voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore d'onduleur et qui souhaiteraient y passer. Pourquoi pas. Alors, Marina, bon, rebonjour Cédric, suite à ma question comment brancher ma caméra aux nouveaux ordinateurs qui n'ont pas de port IE, voilà. Donc vous pouvez essayer ça, Marina, d'acheter une carte contrôleur IE 1394, qui est donc une carte FireWire. Alors, je vais regarder s'il y a un début de question, Laurent, parce que j'ai l'impression que non, bon, apparemment pas. Alors, Laurent, j'ai déjà été sur le site de Dell, j'ai déjà fait les manips, mais j'ai eu des soucis d'installation, impossible à installer. Alors si c'est impossible à installer, Laurent, c'est que le périphérique n'est pas disponible sur votre ordinateur. Ce qui se passe de temps en temps, c'est que, enfin relativement souvent d'ailleurs, c'est que lorsque vous allez sur le site d'un constructeur et que vous tapez le nom d'un modèle, il y a souvent plusieurs déclinaisons de ce même modèle qui ont été faites. Certains ont le Bluetooth, d'autres n'ont pas le Bluetooth, certains ont le Wi-Fi, d'autres n'ont pas le Wi-Fi. Certains ont, enfin, sur les ordinateurs portables, c'est rare un ordinateur portable qui n'a pas le Wi-Fi, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il y a 3 cartes qui sont disponibles. Realtek, Intel et éventuellement une autre marque. Et dans ce cas-là, eh bien, vous ne pourrez pas installer des pilotes Realtek si vous avez une carte Intel. Enfin, vous pourrez les installer, mais ça ne fonctionnera pas, ou il vous dira qu'il n'a pas trouvé le périphérique. Mais en théorie, si vous choisissez les pilotes qui vont avec votre modèle, s'il y a 3 choix, ça ne veut pas dire que vous avez besoin des 3. Ça veut juste je vais y arriver. Ça veut juste dire que, eh bien, sur ces 3 modèles qui sont disponibles, il y en a un qui est installé dans votre ordinateur. Donc les 2 autres, ce sera inutile de les installer. Après, pour ce qui est de la mise à jour des pilotes, Laurent, lorsque vous ouvrez le gestionnaire de périphérique, je vais partager mon écran. Voilà. Lorsque vous ouvrez le gestionnaire de périphérique, si vous n'avez pas de point jaune, en théorie, c'est que tout va bien. Rien ne vous empêche de mettre les pilotes du chipset parce que c'est toujours mieux. Ça met à jour les pilotes des USB, des SATA, etc. Mais voilà, si vous n'avez pas de point jaune. Et si vous avez un point jaune, eh bien, vous pourrez regarder dans le contrôleur en question. Par exemple, si je prends un contrôleur réseau, carte réseau, et que voilà, ici je vois que c'est une Intel, donc je sais qu'il faudra que j'aille chercher les pilotes Intel. Vous pouvez aussi avoir... Est-ce que dans le détail du pilote? Non, c'est pas là. En théorie, par là, vous aurez déjà, vous voyez, j'ai deux types de cartes réseau. Donc, s'il y a une carte, j'en sais rien moi, une carte réseau Realtek, eh bien ça sert à rien que je la prenne puisque je vois que je n'ai pas de carte Realtek. Enfin, vous avez compris le principe, en tout cas, j'espère. Voilà, Laurent. Alors, Michael,
Rebonjour, à quoi sert 3D Builder sur Windows 10? Et vous m'avez beaucoup aidé, tous les demandes à Cédric quotidien. Ces sessions sont très pratiques. Merci pour toutes vos réponses et toutes vos sessions. Et encore joyeux anniversaire à votre maman. Merci Michael. Alors 3D Builder, j'en ai parlé avant, ça sert à fabriquer des modèles pour imprimante 3D. Donc si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez utiliser 3D Builder pour imprimer sur cette même imprimante. J'en ai parlé précédemment dans les demandes à Cédric quotidien. Je ne sais pas si c'est vous qui m'aviez posé la question. En tout cas, voilà, ça sert à imprimer en 3D, à importer des modèles en 3D que vous pourrez certainement trouver sur le site de Microsoft ou même directement sur Internet. C'est l'équivalent de... C'est un logiciel comme Word qui vous permettrait... Word vous permet d'écrire des textes. 3D Builder vous permet d'imprimer des objets en 3D. Et peut-être même de les construire, puisqu'il s'appelle 3D Builder, mais ça, je ne saurais pas vous dire. Voilà, Michael qui souhaite également une bonne fête à toutes les mamans, formidable. Jérémy, très bien, merci Cédric, je vais suivre tes conseils, bonne journée et à bientôt. À bientôt Jérémy. Voilà, pour celles et ceux qui souhaitent acheter du matériel informatique, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre donc acheter dans une librairie les magazines de Hardware Magazine ou de PC Update et vous avez les configurations à l'intérieur. C'est vraiment très pratique, c'est ce que je ferais si toutefois je n'avais pas accès à leurs précieux conseils en direct. Allez. Merci Jérémy pour le gâteau en direct. Je vais regarder s'il est montrable à tout le monde. Il est montrable à tout le monde. Donc je vais partager mon écran. Merci Michael. Bonne fête maman. Voilà. Bonne fête à toutes les mamans de la Terre. Alors, Laurent. Avec vos vidéos, j'ai essayé de trouver les pilotes, mais ils ne me donnent pas le site du constructeur. Sinon, on peut exécuter quand même si ça vient d'un autre site. Alors, comme je l'ai dit, Laurent, dans les vidéos en question, pour les pilotes, faites très attention de l'endroit où ça vient. Si ça vient des sites que je vous ai recommandés, oui, vous pouvez les installer, il n'y a pas de souci. Si ça vient des sites sur lesquels vous êtes tombé par hasard en faisant une recherche sur Google, je vous conseille d'être très très méfiant sur l'installation de ceci parce que vous pouvez planter complètement votre système. Ça m'est déjà arrivé par le passé. Donc, méfiance. Après, comme je vous disais précédemment, Laurent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui ont disparu. Là, je ne sais pas où elles sont, toutes ces questions, mais... Bon, enfin bref. Donc comme je vous le disais, Laurent, précédemment, ou même dans les vidéos, faites très attention lorsque vous mettez à jour vos pilotes. Donc soit d'être bien sur le site du constructeur, soit si vous avez utilisé le petit plugin de détection des pilotes et que vous êtes arrivé sur... Alors c'est plus tous les drivers.com que ça s'appelle maintenant, je ne sais plus... tous les drivers... Je pense que ça a été remplacé par Driver Cloud. Donc voilà, à partir de Driver Cloud, vous pouvez télécharger les pilotes. Parce que là, il me semble que sur tous les drivers, c'est un site que j'utilisais avant, mais qui n'est plus disponible apparemment. Et sur Driver Cloud, pas sur Driver Cloud. Voilà, c'est ici où vous pourrez trouver des pilotes, une détection automatique des choses. Donc vraiment, je pense que là, ce sera sans souci si vous trouvez des pilotes à cet endroit-là. Voilà Laurent, j'avais pas partagé mon écran, je vais le partager à nouveau. Donc Driver Cloud, D-R-I-V-E-R-S-C-O-U-L-D. À partir de là, donc comme je le montrais dans les vidéos, je ne vais pas revenir forcément dessus. Mais si vous avez trouvé des pilotes à cet endroit-là, en théorie, ils devraient fonctionner pour votre ordinateur. Voilà Laurent. Bonjour Daniel et bienvenue parmi nous. Eh bien, on va arriver au terme de ce demande à Cédric. Ce qui est très surprenant, c'est que je ne sais pas où sont toutes les questions, où elles ont disparu. Allez, alors, rebonjour Cédric. Lorsque j'utilisais voilà.fr comme adresse mail, je pouvais rédiger des mails, sans les ouvrir avec mon adresse Gmail, sans les supprimer de l'adresse voilà.fr. Comment paramétrer pour faire la même chose?
avec 2 adresses Gmail. Alors, lorsque j'utilisais voilà.fr comme adresse mail, je pouvais rédiger les mails reçus. Je pouvais rediriger, pardon. Je pouvais rediriger les mails reçus sans les ouvrir. C'est un peu confus votre question, je suis désolé. C'est certainement très clair dans votre tête, mais pas dans la mienne. Alors, lorsque j'utilisais voilà.fr, d'accord, donc ça j'ai compris, comme adresse mail, pas de souci. Je pouvais rediriger les mails reçus sans les ouvrir avec mon adresse Gmail. Je pouvais rediriger les mails sans les ouvrir avec mon adresse Gmail. Quel est le rapport avec votre adresse Gmail? Sans les supprimer de l'adresse voilà. Comment paramétrer pour faire la même chose avec 2 adresses Gmail avec tous mes... Là, je ne comprends pas le sens de votre question, Marie-France, je suis désolé. Donc, vous pouviez rediriger un mail. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sur Gmail et on va voir si je peux interpréter votre question. Parce que comme je n'étais pas sur voilà, je ne vois pas à quoi ça peut correspondre. Alors, si je vais sur Gmail, admettons, et que je prends un message au hasard. Voilà, plus... Donc, est-ce que vous aviez la possibilité de le transférer sans l'ouvrir? Est-ce que c'est ça votre question? Parce que là, je ne vois pas la possibilité de faire ce type de manipulation. Je ne sais pas. Marie-France, si vous pouvez apporter une précision à ça, parce que là, je vous avoue ne pas avoir bien compris le principe de la redirection de votre adresse. Si vous voulez bien m'apporter une petite précision par rapport à ça, que je puisse vous apporter une réponse. Et merci pour vos recommandations auprès de vos proches, c'est bien gentil. Alors là, Daniel, bonjour. Quels sont les sites à éviter? Exemple, 01net, Clubic, etc. Lesquels sont sûrs? Alors, je ne vais pas vous dire les sites à éviter, je vais plutôt vous dire les sites sur lesquels vous pouvez aller. Enfin, ça va être un peu compliqué, ça dépend pour faire quoi. Vous pouvez aller sur Clubic, vous pouvez aller sur 01net, il n'y a pas de souci. Moi, c'est les téléchargements que je ne recommande pas sur ces plateformes parce que, eh bien, ils vous donnent un installeur, un peu comme pourrait le faire Ninit, sauf qu'à la différence de Ninit qui va vous simplifier la vie, les installeurs de 01net et de Clubic vont vous installer des logiciels dont vous n'avez pas besoin. Donc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, en tout cas, ça l'a été à une époque. Tant pis pour eux si ça leur fait mauvaise presse aujourd'hui. Les sites sur lesquels vous pouvez aller, c'est les sites des constructeurs, voilà, évidemment, et également Comment ça marche, qui a gardé en fait cette façon de faire. Soit il vous redirige directement vers le site du constructeur, soit il vous redirige vers un lien de téléchargement qui ne contient que le programme. Voilà. Enfin, que le programme. Attention, ça ne veut pas dire que l'installeur de ce programme ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des logiciels malveillants à l'intérieur, mais ça veut dire que Comment ça marche n'a pas rajouté de surcouche comme pouvaient le faire 01net et Clubic. Donc voilà. Après, pour les sites, quand je parle de sites à éviter, c'est surtout les sites en termes de téléchargement. Lorsque vous voyez des liens de téléchargement, il vaut mieux favoriser Comment ça marche. Mais après, il y a beaucoup de sites, certainement qui sont fiables, mais je ne vais pas pouvoir évidemment tous les lister ici. Mais c'est sûr que j'irai pas télécharger sur 01net ou sur Clubic comme je le faisais avant. Avant, je téléchargeais beaucoup sur Clubic et depuis qu'ils ont passé ce système, je sais pas une fois de plus si c'est toujours valable parce que maintenant je vais sur Comment ça marche quand je peux le trouver ou directement sur le site du constructeur. Voilà, alors est-ce que Marie-France a apporté un complément? Pas encore. Tania. Bonjour Tania, c'est seulement pour vous faire un petit coucou. Pour nous, c'est un dimanche encore pluvieux. Cordialement Tania.
Tania, il fait pas super non plus ici. On ira profiter du soleil quand il sera là, mais pas aujourd'hui, j'ai l'impression. En tout cas, merci d'être passé. Allez, je vais répondre aux dernières questions qui sont là. Attends de voir si Marie-France va nous donner un petit complément. Et puis après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et je vous donnerai rendez-vous évidemment à demain. Jérémy, j'ai oublié une petite question. Comment bien protéger son PC de la poussière quand on n'a pas de bureau spécifique? Alors, il n'y a pas vraiment de... Malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour protéger son PC de la poussière. Puisque à l'intérieur du PC, il y a un flux d'air qui se fait pour faire rentrer de l'air frais et faire sortir l'air chaud. Donc il y a forcément un flux qui fait rentrer la poussière. Ce que vous pouvez faire, c'est surélever un peu votre ordinateur. Si toutefois il est posé à même le sol, c'est de le surélever un peu pour pas qu'il ait la couche de poussière qui a tendance à s'installer puisque la poussière redescend au bout d'un moment. Donc si vous pouvez le surélever sur un petit banc ou sur un petit quelque chose comme ça, ce qui permettra d'avoir, voilà, n'obstruez pas le circuit d'air de l'alimentation électrique, mais dans le principe, voilà, si vous le surélevez du sol, vous n'aurez pas la couche de poussière qui se pose là. Mais la poussière, malheureusement, elle est vraiment partout. Donc voilà. Après, rien ne vous empêche de faire un nettoyage. Moi, j'ai commandé ce matin précisément, c'est marrant qu'on en parle, parce que moi aussi, j'ai des soucis de poussière. Enfin, voilà, j'ai des composants qui sont à même l'air libre et qui ont tendance à prendre la poussière. Donc j'ai commandé ce matin un compresseur portatif électrique, donc qui n'a rien à voir avec la taille des compresseurs. J'en parlerai parce que je vais faire un déballage une fois que je vais recevoir le produit. Mais dans les grandes lignes, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça vous ne serez pas obligé d'attendre que j'en fasse un déballage. Voilà, compresseur, bah voilà, il est là. Donc j'ai acheté ça ce matin, je ne sais pas si j'ai partagé mon écran, oui c'est bon. Donc voilà, j'ai lu quelques avis, 49 avis, il est plutôt bien noté. Donc c'est un compresseur autonome, vous le branchez sur le courant électrique et ça va vous sortir, c'est censé sortir une pression de 8 bars. J'ai des doutes quand même que ça sorte quasiment aussi bien qu'un compresseur professionnel. Dans cette petite machine. Alors la différence avec un autre compresseur, c'est que vous n'aurez pas de cuve. Ça veut dire que dès lors où vous allez appuyer sur le bouton on, il va en permanence travailler. Donc ça fait un bruit du tonnerre, paraît-il. Mais bon, ponctuellement, pour nettoyer quelques composants ou pour nettoyer l'intérieur de son PC, ça peut être un outil intéressant. Moi je l'ai pris parce que ça fait longtemps que je réfléchissais à cette utilisation d'avoir un compresseur à la maison parce que j'ai tout le temps plein de choses à souffler et qu'une bombe à air n'est pas, en termes de pression, c'est pas vraiment satisfaisant. La bombe à air en plus ça se vide relativement vite et quand vous avez des composants à nettoyer, ça va vite quoi, ça va vite une bombe à air. Donc voilà, j'ai investi, c'est 80 €, c'est pas rien, on est d'accord, mais je pense que je vais beaucoup m'en servir parce que j'ai de la poussière vraiment partout dans tous mes composants et que j'aime bien nettoyer mon PC. Là, mon PC, ça fait 6 mois que je ne l'ai pas nettoyé, j'ose même pas regarder. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs pour vous montrer que j'ai honte de l'intérieur de mon PC, mais en tout cas, voilà, un PC, c'est bien de le nettoyer au minimum une fois par an. L'idéal étant un petit peu plus fréquemment. Dans la formation Mon PC toujours au top, je vous montre comment nettoyer un ordinateur fixe et les premières manipulations pour nettoyer un ordinateur portable sans avoir à le démonter. Et ça permettra voilà, comment dire, d'avoir un entretien et de pouvoir le nettoyer. Après, pour éviter la poussière, comme je vous disais, à part le surélevé, il n'y a pas vraiment grand chose qui puisse être satisfaisant. J'espère que Marie-France va pouvoir nous répondre avant que ça se termine parce que là ça sent la fin. Laurent, merci pour vos réponses et bonne fête à toutes les mamans. Tout à fait Laurent, je me joins à vous pour le faire. D'ailleurs il ne faut pas que j'oublie d'appeler la mienne une fois que je vais avoir raccroché. Marina, merci Cédric pour votre réponse, bonne journée, avec plaisir Marina, j'espère que voilà, cela vous aura aidé. Dernière fois que je vous vois, merci. À bientôt Mickaël, merci d'être venu, merci d'avoir assisté aux demandes à Cédric. Marie-France, si vous n'avez pas eu le temps de formuler votre question ou si vous êtes déjà parti, nous nous verrons donc demain sur le fil. Alors, Cédric, je voulais dire que je pouvais voir les mails qui me sont envoyés depuis, voilà, dans celle de Gmail. Oui, tout à fait.
Tout à fait, Marie-France, vous avez cette possibilité-là. Comme je l'indique d'ailleurs dans le cours thématique, si vous n'êtes pas encore inscrite, je pense que si, mais pour les personnes qui regarderaient la retransmission, n'hésitez pas à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. À partir de là, vous trouvez un bandeau bleu, vous vous inscrivez. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour avoir accès à votre espace membre et au contenu gratuit que je vous offre. À partir de là, vous aurez la possibilité de regarder dans le cours thématique de la messagerie Gmail. Et ici, vous verrez bien, les différentes possibilités que vous avez. Et notamment le fait d'importer d'autres adresses email, donc comme une adresse voilà. Et à partir de là, ce sera dans les paramétrages de cette adresse-là que vous pourrez dire si vous souhaitez laisser les messages sur le serveur. Alors Marie-France, je ne sais pas si précisément c'est à ça que vous faites allusion, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est dans les paramètres des adresses. Je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de vous montrer. Je ne suis pas 100% sûr. Non, je ne voudrais pas que ça pose un souci sur mon adresse personnelle. Mais voilà, si vous avez dans Gmail, dans votre adresse Gmail, rattaché d'autres comptes, que ce soit un compte Voilà, que ce soit un compte Orange, que ce soit un compte Free, que ce soit n'importe quel compte, vous pourrez, en cliquant sur la croix, sur la roue dentée en haut à droite, en choisissant paramètres, ensuite paramètres compte et importation, me semble-t-il. Et à partir de là, vous pourrez modifier les paramètres, savoir si vous souhaitez laisser un message sur le serveur d'origine. Si vous ne cochez pas cette case, ça veut dire que quand vous allez rapatrier vos messages sur votre adresse Gmail, par exemple vos messages de voilà.fr sur votre adresse Gmail, eh bien il va les enlever du serveur Voilà, vous ne pourrez plus les consulter sur le serveur Voilà. Alors que si vous laissez la case cochée, laissez une copie des messages sur le serveur, à ce moment-là, il laissera, quand il va rapatrier vos mails de chez Voilà, il laissera aussi une copie chez Voilà, ce qui vous permettra de continuer de consulter vos mails chez Voilà. Je ne sais pas si c'était ça que vous souhaitiez. Marie-France, mais en tout cas, voilà. Ça a l'air d'être ça. Allez, on va s'arrêter là. Je prends la question de Jérémy et après, c'est terminé. Alors, j'ai le même effet, un nettoyage, mais attention Cédric, car les compresseurs sortent de l'air non sec, donc attention à l'humidité. Merci Jérémy pour la précision. Quand j'ai lu si vous avez le même, ce qui est surprenant, c'est que moi j'ai lu des commentaires qui disaient que ça sortait de l'air sec. Alors j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise. On va voir ça. Je vous dirai, de toute façon, je vais faire un test et puis je mettrai ça sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube, c'est Chabroli. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir été présents en ce dimanche de Fête des Mères. Je vous dis évidemment à demain pour un Demande à Cédric quotidien, le numéro 30, l'avant-dernier. Donc si vous avez vos questions, c'est à ce moment-là qu'il faudra les poser. Je vous souhaite bon appétit, merci Mickaël, bon appétit à toutes et tous, et puis évidemment, à demain. Au revoir.